Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonjour. Nous accueillons aujourd'hui Monsieur Omar Azabi à notre chaîne Caucus Afro Eco TV, juriste et conseiller municipal de la commune de Genève. Monsieur Azabi, bienvenue à notre émission Citoyenneté Afro Eco. Comment allez-vous? Merci Didier, merci pour l'accueil, merci à la Maison Cultura. Très bien, un honneur de pouvoir participer à votre émission et encore une fois on commencera par relever le travail que fait la Maison Cultura et voilà, je me réjouis de cet échange. Nous avons l'honneur effectivement de vous accueillir dans le cadre d'une émission qui est spécifique parce qu'elle contribue à la promotion de la citoyenneté. L'objectif de ces projets est de mettre en exergue et en lien les minorités avec d'autres communautés, réduire les différences et travailler sur les valeurs et la dignité humaine. Et donc, c'est normal pour nous d'accueillir les leaders d'opinion, les leaders politiques qui appartiennent à des minorités visibles de manière à ce qu'ils témoignent de leur engagement et que le plus jeune découvre aussi que ce sont des choses possibles à Genève. Et pour lancer l'émission, je vous connais, nous vous connaissons, mais une bonne partie peut-être de notre public cible ne vous connaît pas. Pourriez-vous nous parler de vous? Alors en quelques mots, merci, oui, bon, parcours, etc. Bon, alors modestement, hein, je suis donc issu d'une famille franco-tunisienne, une maman française, un papa tunisien. Arrivé à Genève à l'âge de 8 ans, dans le cadre d'un poste temporaire, ma mère avait obtenu un poste temporaire aux Nations Unies. Voilà, c'est comme ça que je me suis installé en Suisse, mais voilà, né en Tunisie, vécu pendant 6 ans là-bas. Et puis ensuite, évidemment, un parcours plutôt européen, 3 ans en France, dont 2 ans passés à la frontière ici du côté de Ferney-Voltaire. Et puis après, voilà, arrivé en Suisse, très vite intégré dans le système scolaire public. Et puis naturalisé à l'âge de 16 ans. Et puis dans mon parcours après, j'ai eu la chance, voilà, de pouvoir faire des études et de pouvoir beaucoup voyager. Parce que j'ai fait, voilà, je suis diplômé en relations internationales au niveau du bachelor. Et puis ensuite, j'ai pu continuer au Canada avec un double master en droit international et politique internationale, voilà. Et puis j'ai pu apprendre d'autres langues, rencontrer énormément de gens. Et puis voilà, donc si vous avez d'autres questions plus spécifiques, on pourra continuer, mais c'est un parcours très genevois finalement. C'est très bien. Vous venez de faire allusion à votre adhésion au système scolaire suisse. Quelle est la particularité qui vous retient dans notre système scolaire à Genève? Mais écoutez, je pense que premièrement, c'est les moyens qu'on mettait auparavant. Hein. Maintenant, malheureusement, il y a une tendance à une baisse d'investissement de l'État au niveau de l'éducation publique. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait des moyens extraordinaires. C'est assez simple, mais la question des crayons, la question des gommes, etc. Je viens d'un pays, la Tunisie, où vous n'avez pas forcément accès simplement à des cahiers dans l'armoire de la salle de classe avec des crayons, des gommes à volonté et des stylos, même un ordinateur sur lequel on pouvait jouer une fois qu'on avait terminé les exercices. Voilà, des moyens. Et puis, il y a quelque chose qui est très genevois et très suisse, c'est que finalement, dans cette salle de classe, on devait être une vingtaine d'élèves à peu près. Et sur une vingtaine d'élèves, je crois que il y avait une quinzaine d'élèves qui avaient des origines étrangères. Malgré nos différences culturelles, religieuses, ethniques, etc., il y avait un point commun, c'est le parcours migratoire et cette volonté de ne pas faire de différence, quelle que soit la couleur de peau, la religion ou autre, le parcours des parents. J'ai connu pas mal de parents qui parlaient même pas le français à cette époque-là. Donc, mais on avait ça en commun, on venait d'un peu partout, on se retrouvait là et on était tous copains. Et ça, je pense que voilà, c'est ce qui m'a aidé à m'intégrer. Et puis après, on a un système assez extraordinaire en Suisse qui nous permet malgré tout, par rapport à d'autres pays, notamment chez nous en Afrique, où malheureusement il faut souvent aller à l'université pour pouvoir réussir, un peu trop souvent.
Et nous avons un système en Suisse, un système d'apprentissage notamment, qui nous permet de faire différentes passerelles et avoir un parcours un peu cabossé, parce que c'est pas facile non plus pour tout le monde, et que finalement l'université n'est pas la seule porte de sortie pour pouvoir s'en sortir. Le système d'apprentissage, c'est un thème qui me tient à cœur et qui est tellement large que je vous lance déjà une deuxième invitation où on ne concentrera notre discussion que autour de ça. Avec plaisir. Pour l'instant, après ce parcours assez remarquable, on vous retrouve conseiller municipal. Mais pourriez-vous effectivement nous expliquer comment est née en vous l'envie de l'engagement citoyen qui aboutit aujourd'hui à un engagement politique? Alors, premièrement, il y a eu une conscience qui est née à partir du collège, à partir de la Matu, où j'ai effectivement lancé mon premier travail de recherche, mon travail de Matu sur la Tunisie et sur la démocratisation en Tunisie. Et je viens d'une famille en Tunisie où, sous Ben Ali en tout cas, on n'a jamais réellement questionné la Tunisie sans benalisme. Voilà, je viens d'une famille d'un certain niveau quand même en Tunisie. J'ai eu cette chance-là de grandir dans une famille qui avait des moyens, mais malgré tout, on n'a jamais remis en cause ce système, alors que moi, j'avais déjà des aspirations en tant que Suisse à questionner ce qu'était le benalisme en Tunisie. Toute ton instruction t'a préparé à la remise en cause. À la critique, absolument. Mais évidemment, ce sont des discussions qu'on ne pouvait pas avoir à l'époque en Tunisie, sans risquer d'être menacé ou autre. Ce qui m'a valu d'ailleurs une fois ou deux quelques remontrances de la part de mes amis ou même de mon papa qui, voilà, ce sont des discussions que j'ai pu avoir, mais dans des cadres qui sont très fermés. On éteignait les téléphones, on se mettait dans les sous-sols, et là on pouvait parler librement. C'est ça le benalisme. Et donc arrivé au travail de Matu, j'avais un travail de Matu qui s'appelait à l'époque la Tunisie, pays arabe, modèle d'ouverture et de tolérance. Point. Parce qu'il y avait derrière le benalisme toute la question du féminisme tunisien. C'était osé, mais il manquait le questionnement. Et c'est là où je veux en venir à mon engagement politique, c'est qu'une fois que je me suis présenté à l'examen de maturité, mon prof d'histoire géo de l'époque, monsieur Lopreno, s'il se reconnaît, s'il voit cette vidéo, qui me disait, mais Omar, dans ton travail de Matu, il manque un point d'interrogation. Comment peux-tu être aussi sûr de l'ouverture et de la tolérance de la Tunisie? Alors oui, évidemment, on peut parler des droits de la femme en Tunisie, on peut parler du bourguibisme, on peut remonter très loin, c'est sûr. Mais sans démocratisation et sans état de droit, la Tunisie ne serait pas devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Et Dieu seul sait si c'est compliqué aujourd'hui, c'est sûr. Mais il fallait questionner cette question de la démocratisation imposée par le benalisme, une démocratisation qui est évidemment limitée, avec un carcan politique incroyable. Et donc, dans le cadre de ce travail de Matu, j'ai pu, avec une copine de classe qui était aussi à moitié tunisienne, travailler elle faisait un travail de Matu sur les systèmes de torture en Tunisie. Ouais. Elle était elle-même issue d'une famille d'opposants politiques et l'oncle avait vécu les prisons, les fameuses prisons de Ben Ali, notamment sous le ministère de l'Intérieur à Tunis, sur l'avenue Habib Bourguiba. Et c'est la première fois que j'ai eu à faire face à une réalité assez déroutante et dégoûtante de ce qui se passe ici, sans qu'on en soit vraiment conscient. Parce que issu d'une certaine classe moyenne, etc., assez à l'aise, et puis une classe moyenne qui profitait d'un système benaliste très clair. Et détaché un peu de la base. Complètement détaché, et avec des débats, des remises en cause du système benaliste en Europe qui étaient très cloisonnés. C'était certains opposants sur notamment une chaîne Mustaqilla, une chaîne qui était basée à Londres, etc. C'était des débats de connaisseurs, mais pour nous, les jeunes, on n'y avait pas vraiment accès. Alors oui, on avait des articles dans Le Monde, etc., mais on avait très peu accès finalement à l'opposition tunisienne, alors que cette opposition démocrate tunisienne, elle est déjà née dans les années 60, parce que Bourguiba lui-même n'a pas été très droit sur certaines questions par rapport aux droits de l'homme et par rapport aux opposants politiques. Il y a eu certains problèmes. Et voilà, donc de là est née finalement cette conscientisation politique et puis cet affect pour les droits de l'homme, pour les droits humains.
Et puis après, évidemment, rentrer à l'université en relations internationales, j'ai pu justement confronter mes idéaux au niveau des droits humains par rapport à différents systèmes dans le monde, sur l'Amérique latine, sur l'Afrique de l'Ouest, entre autres, sur l'Asie. Et puis après, cet engagement-là s'est gentiment politisé au niveau genevois, puisque en 2008, on traitait de la loi sur la réforme de l'université. D'accord. Okay. Et j'ai fait partie avec l'association dont j'étais membre, une des plus grosses à l'époque à l'Université de Genève, qui s'appelle l'AESPRI, l'association des étudiants en relations internationales et sciences politiques. J'ai fait partie des occupants, des premiers occupants des amphithéâtres pendant la loi, parce qu'il y avait une réforme sur la gouvernance qui, d'ailleurs, démontre aujourd'hui le malaise qu'on a vis-à-vis de cette loi, parce qu'il y a une gouvernance au niveau de l'université qui pose un vrai problème aujourd'hui. Et donc voilà. Et donc ça a commencé comme ça, puis au fur et à mesure, je me suis intéressé aux différents systèmes politiques, enfin aux différents partis politiques à Genève. Et puis finalement, voilà, en rencontrant différentes personnes, on a décidé d'assister à différentes assemblées générales. En 2014, après avoir vécu notamment un stage non rémunéré aux Nations Unies, etc., etc. Encore un engagement politique pour lequel je me suis beaucoup lancé. J'ai décidé en 2014 d'intégrer les Verts et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Et vous avez été parrainé par quelqu'un ? Alors oui, à cette époque-là, on avait des interviews en effet, et j'ai été parrainé par un certain Jean Rossiot. Oui, voilà. Je vois les procédés. Ah voilà, un certain Jean, bien connu de la maison, je crois. Oui. Voilà, c'est un certain Jean Rossiot qui a été mon mentor au début. Et puis après, évidemment, il y a eu des figures qui m'ont conforté dans mon choix chez les Verts. Voilà, des gens comme Lisa Mazzone, des gens comme Uli Leuenberger, voilà. Voilà. Et du coup, vous voilà conseiller municipal, et peu de temps après, vous êtes à la présidence de la commission de finances de la commune de Genève. Par curiosité, est-ce que pouviez-vous nous expliquer comment fonctionne une commission dans un délibératif communal ? Alors, c'est à peu près le même fonctionnement aux trois échelles, aux trois niveaux. Au niveau municipal, cantonal et fédéral. C'est-à-dire que chaque parlement, c'est pas un parlement au niveau municipal, c'est un délibératif, parce que nous ne produisons pas d'acte de loi en soi. Mais le conseil municipal de la ville de Genève, pour traiter les textes en fait qui arrivent en son sein, a créé historiquement 11 commissions. 11 commissions, puis des fois vous avez des commissions spécialisées, mais c'est très rare. Vous avez 11 commissions thématiques. Et donc voilà, il y a la commission des finances, la commission de l'aménagement, la commission des constructions et des travaux, la commission de la culture, la commission des sports, etc., etc. Et donc le fonctionnement, c'est que ces commissions sont évidemment représentatives du plénum, ça veut dire de la répartition des sièges du conseil municipal. Donc vous avez 15 commissaires en commission qui sont représentés en fonction de la force de chacun des partis et du nombre de sièges que chacun des partis a au conseil municipal. Puis ces commissions spécialisées, évidemment, leur rôle, quel est-il ? C'est qu'à chaque fois que vous avez un texte, une motion, un projet de délibération, etc., sans rentrer dans les détails, mais qui soit présenté soit par l'exécutif, par le conseil administratif, soit par les partis eux-mêmes, par les conseillers municipaux, voire même une pétition qui peut être présentée par la société civile, et le cheminement habituel, c'est que ce texte-là, il est traité en plénière une première fois, il est renvoyé dans une commission spécialisée pour que les élus aient le temps de l'étudier spécifiquement, approfondir. Et là, dans les commissions spécialisées, on invite des spécialistes. Donc vous avez 4, 5, 6, ça peut aller, un projet comme Clé de Rive, il y a eu à peu près 5 ans, 6 ans d'instruction. Sur le projet de Clé de Rive qui a été refusé en début d'année. Ouais. Le projet de parking, il y a eu 5 à 6 ans d'instruction en commission avant de pouvoir arriver à un vote final. Puis une fois que... 6 ans, c'est énorme. Ouais. Après, c'est des sujets très techniques. Clé de Rive, c'était un projet à plusieurs millions de francs. Puis c'était un projet qui allait fortement transformer Genève, et heureusement la population l'a refusé. Donc voilà, mais c'est ça. Et puis évidemment, dans toutes ces commissions, il y en a qui sont plus particulières que d'autres, parce que les finances notamment est une des plus importantes, pour la simple et bonne raison que les finances en fait sont les seules compétences des élus municipaux. Les élus municipaux ont pour principale prérogative le budget, l'étude du budget et les arbitrages qui sont faits à partir des propositions du conseil administratif. C'est-à-dire que dans une commune comme la ville de Genève, c'est l'exécutif qui propose un budget et c'est le conseil municipal qui après arbitre et tranche et oriente le budget d'un côté ou de l'autre. Oui, d'accord. Ok.
Donc, c'est toute l'organisation interne qui permet de financer tel projet, tel autre, mais dont le soubassement est quand même joué par un rôle important par la Commission des finances. Absolument. Après, vous avez, voilà, Commission des finances, c'est assez intéressant. Cette année, on a pu traiter voilà, de droits de préemption, par exemple. C'est le fait que la commune achète des terrains quand ils sont mis en vente. Pour une question d'intérêt public prépondérant. On a pu traiter des questions comme la petite enfance, parce que voilà, aujourd'hui, c'est une thématique au niveau de son financement et au niveau de sa réforme, du modèle de gouvernance. C'est une thématique qui est très discutée aujourd'hui en ville de Genève. On a pu, historiquement parlant aussi, c'est une année exceptionnelle, il faut en parler, mais la Commission des finances a joué un rôle assez important aux côtés du conseil administratif dans le cadre des bons solidaires et dans le cadre des fonds, des prêts à fonds perdus pour les entreprises. Parce que pour la première fois, en tout cas de mémoire, hein, j'ai pas encore votre expérience, mais de mémoire, la ville de Genève est une des premières, voire la première commune de Suisse à avoir octroyé, avoir libéré en tout cas un crédit de 20 millions de francs d'aide à fonds perdus pour les entreprises, sachant que c'est une compétence fédérale et cantonale. Et donc on a... C'est une situation de crise qui a imposé. Absolument. Donc il fallait trouver un moyen de venir en aide aux entreprises sur notre commune et un moyen qui soit subsidiaire finalement et complémentaire aux aides qui sont déjà disponibles au niveau fédéral et cantonal. Et on a traité ça assez rapidement. Ça a été traité en un mois grâce à mes collègues notamment. Vous savez, faut voir la composition d'une commission parce que surtout aux finances, habituellement on y place les plus expérimentés. Parce que c'est des sujets très importants, mais vous avez une coalition qui est allée du PLR jusqu'à Ensemble à gauche, donc de la droite libérale jusqu'à la gauche radicale, qui ont parlé d'une seule voix pour qu'on puisse libérer 20 millions de francs pour les entreprises. Et ça, voilà, j'ai eu l'honneur de présider ces discussions-là, et grâce à mes collègues, on a pu le faire, et c'était historique. D'ailleurs, on a été, je crois que la ville de Genève a été récompensée reconnue par le magazine Bilan, si je ne me trompe pas. Voilà. Bonne expérience quand même. Excellente, excellente. Et j'ai eu, voilà, et puis après, il faut dire quelque chose aussi. Arriver à ce type de postes, et des postes évidemment qui sont éminemment politiques, ouais. Il y a des accords qui se passent entre les partis pour pouvoir se répartir de manière égale les présidences de commission, les présidences de conseil municipal, c'est un peu normal. Pour autant qu'on respecte le tournus, ça c'est encore une autre question. Mais bon, là, depuis le début de la législature, les tournus sont parfaitement respectés. Et j'ai pu le faire parce que j'ai aussi obtenu la confiance de mon groupe. Et sans mon groupe, voilà, Omar Azabi à la tête de la présidence d'une commission des finances en ville de Genève, c'est... De mémoire, il n'y en a pas eu beaucoup des conseillers municipaux d'origine étrangère qui ont eu cette responsabilité-là. Et c'est possible parce que voilà, j'ai la chance d'avoir un parti qui m'a fait beaucoup confiance et où on met en avant aussi les diversités. Hein. Et il n'y a pas que sur les questions d'origine ethnique, il y a les questions d'orientation sexuelle également. Enfin voilà. Et je pense que c'est une vraie force. C'est une vraie force et c'est pour ça que je crois fortement aux valeurs qu'on défend. Être soutenu par son parti pour jouer un rôle déterminant et un mandat de cette nature, c'est quelque chose de très déterminant. Et pour les jeunes qui nous écoutent, je pense que tout est possible. Moi, j'ai toujours cru à cette dynamique-là. Au-delà des combats politiques, de frictions et consorts, mais il y a une vraie dynamique, une vraie volonté de soutenir et de promouvoir ceux qui veulent jouer les jeux. Et c'est toute mon interpellation pour la jeunesse qui vient, qui souvent pense que rien n'est fait, tout est bloqué, consort. Il est très important de leur parler aussi. Et c'est là où je viens à la nouvelle question. Comment percevez-vous un mandat politique? Quel est le sens que vous donnez à un mandat politique après cette expérience que vous êtes en train de vivre? Et peut-être qu'entre l'idée du départ et l'expérience d'aujourd'hui, ça a évolué. Mais comment percevez-vous un mandat politique? Bon, au départ, évidemment, je pense que de manière assez automatique et naturelle, j'ai perçu le mandat politique comme la définition essentielle qu'on donne à la politique, à savoir la défense des intérêts de la population et de la commune. Donc ça, c'est l'approche traditionnelle, évidemment, et vous vous sentez, une fois élu, vous vous sentez honoré et vous essayez tant bien que mal de défendre absolument les intérêts de la population. Et puis après, finalement, au fur et à mesure, il y a la théorie et les idéaux politiques et il y a la réelle politique.
Réelle politique impose. Hein. Réelle politique impose, surtout pour qu'on se le dise, hein, pour des élus d'origine étrangère, il y a une réelle politique qui est assez claire où vous devez faire vos preuves. Ouais. Et si ce n'est pas des élus d'origine étrangère, je passe le mot aussi aux femmes, c'est pareil, les femmes qui sont élues doivent faire plus leurs preuves que les autres. Et je ne vous parle même pas des femmes d'origine étrangère. Alors là, c'est encore un grade encore plus une situation encore plus compliquée en termes de preuves et de confiance. Et une fois que vous faites face à la politique, à la réelle politique, en tout cas, comment je conçois mon mandat politique, c'est qu'évidemment, toujours servir la population, dans le cadre du programme sur lequel j'ai été élu, évidemment. Mais d'un autre côté, c'est, je crois aussi, essayer de casser les plafonds de verre. Et je reviens souvent à cette question de plafond de verre. Il y a une étude de l'université de Lucerne qui décrète en fait que quand vous avez un nom d'origine extra-européenne en Suisse, vous avez, je crois que le chiffre est à 13 ou 14% de biffage supplémentaire sur les listes. Et ça se traduit par une réalité quand vous regardez nos parlements cantonaux, puis je ne vous parle même pas de Berne, les Suisses d'origine étrangère, ils sont très peu présents. Et donc, finalement, je vois mon mandat politique comme une chance qu'on m'a donnée et une porte que je peux ouvrir pour peut-être pas changer le système, mais en tout cas ouvrir une porte pour les suivants, et les suivantes surtout. Et ça, je trouve que c'est assez important. Et voilà, s'il y a un message à passer à nos jeunes aujourd'hui, déjà de un, vous n'êtes pas obligé de faire de la politique que dans les partis politiques. Il y a 1000 manières de faire de la politique et d'influencer son système et de changer la donne en termes de pauvreté, en termes d'accès à l'éducation, en termes de violence à l'égard des femmes, en termes de racisme, en termes de... Voilà. C'est le cas des cultures. Hein. Exact, voilà, exact. Et je crois qu'il y a 1000 manières de le faire, mais je pense que quand on décide de faire le pas en politique, il faut se donner les moyens. Il ne faut pas avoir peur de réclamer sa place. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs non plus. C'est vrai que quand on est d'origine étrangère, les erreurs se payent peut-être un peu plus cher que les autres. Mais je pense qu'une fois que vous faites votre place et vous faites vos preuves, il y a des partis en tout cas qui sont là pour vous accueillir. Et puis finalement, j'ai envie de vous dire, droite ou gauche, c'est pas la question fondamentale. Plus on aura de diversité dans nos partis, plus on aura d'égalité dans nos partis, mieux ce sera pour notre système et pour notre pays, c'est très clair. Mais voilà, aujourd'hui, il y a un besoin, je crois. Il y a un vrai besoin par rapport au fait que Genève, en fait, les instances politiques genevoises doivent ressembler à leur population. Ouvrir la porte pour les gens qui viennent le plus jeunes. Un objectif assez noble que je ne peux que soutenir. Et à l'instant, au niveau de votre commune, à part cet objectif, y a-t-il une préoccupation personnelle que vous comptez porter dans la mandature actuelle avant les nouvelles élections dans 2 ans? Alors, bon, je fais partie d'un groupe. Hein. C'est une équipe de 18 élus, 18 conseillers municipaux verts et vertes et 2 conseils administratifs, une verte et un vert. On a été élus sur la base d'un programme et évidemment, on est 2021, changement climatique, etc. Et c'est une approche du climat et de l'environnement qui est évidemment qui est à gauche. Donc qui dit changement climatique dit justice climatique, mais dit qui justice climatique dit justice sociale. Et dans le cadre de la justice sociale, je crois que l'idée de ces 5 ans au conseil municipal, parce que j'ai été élu, ce que j'ai pas raconté aussi, c'est que j'ai été élu comme viennent ensuite. C'est très important de faire cette prolongation, justice climatique et justice sociale, parce que c'est très peu perçu par la population qui n'arrive pas à comprendre parfois comment on classe le vert. Et ça serait très, très important que vous développez un peu ça pour ceux qui nous écoutent. Bah écoutez, pour ceux qui disent que l'écologie appartient à tout le monde finalement et que c'est une responsabilité commune, la réelle politique vous démontre que finalement c'est souvent malheureusement les partis de gauche et le parti écologiste en l'occurrence qui fait le travail quand il s'agit de faire des choix radicaux ou des choix sérieux. Et on l'a encore vu le week-end dernier, hein, avec la loi sur le CO2, la loi sur l'eau et la loi sur les pesticides, où on a encore du mal à convaincre, notamment parce qu'en face, on a un camp qui agit comme agitateur et comme des théories relativistes vis-à-vis du changement climatique et de l'importance qu'on a à devoir changer le climat. Malgré le fait que nous observons. Absolument. Au quotidien. Non, et puis se dire que bon, le changement climatique pour l'Afrique, évidemment que c'est hyper important. Parce que ce sont les pays les moins riches qui en subissent les conséquences, puisque nous sommes
Nous, 2/3 de nos émissions de CO2 sont produites à l'étranger. Ouais. Donc ce sont clairement, notamment les Africains qui subissent notre libéralisme et notre système économique. Mais maintenant, le changement climatique, c'est une réalité concrète. Hein. La réalité concrète, c'est le boulevard du Pont d'Arve. Vous avez entre 3000 et 4000 voitures qui passent au boulevard du Pont d'Arve, malgré une zone 30, avec une pollution pour des gens qui ne peuvent pas ouvrir aujourd'hui leurs fenêtres, et avec dans la population des maladies qui se sont développées vis-à-vis de la pollution, qui sont traduites aujourd'hui, on sait que c'est à peu près 12 milliards de francs suisses de coûts pour la santé en termes de répercussions de pollution. Donc quand on vous dit oui, la Suisse fait sa part, un peu comme le colibri, non, la Suisse ne fait pas sa part. On ne la fait pas tant qu'on aura ces coûts-là et ces maladies-là au sein de la population, et on aura des personnes qui souffrent de plus en plus du trafic automobile notamment, ou du trafic avec des maladies pulmonaires et consorts. Et ça, c'est les maladies encore de santé, et vous avez tout ce qui est maladies psychologiques. Tous les gens, les riverains de l'aéroport qui ne peuvent plus dormir à cause du bruit, etc. etc. Aujourd'hui, voilà, je crois qu'il faut trouver un juste milieu entre les deux. Et donc, cette idée-là aujourd'hui de dire qu'on va améliorer notre environnement non pas par le haut mais par le bas, et de dire que finalement tout le monde dans ses capacités financières est capable de faire un effort pour l'environnement, à commencer par l'État. L'idée, c'est d'expliquer en fait que fondamentalement parlant, on ne peut pas en fait respecter la nature et protéger les générations futures et protéger notre patrimoine pour les générations futures si nous ne sommes pas capables d'avoir une égalité dans la société. Et aujourd'hui, je pense que l'écologie de 2021, c'est ça. C'est de convaincre la population, non pas de lui expliquer, parce qu'on n'est pas là finalement pour expliquer les choses. On essaie simplement de se baser sur des faits scientifiques, voilà, le changement climatique, le GIEC, etc. Une réalité qu'on essaie de mettre, vulgariser, etc. Mais d'expliquer surtout aux gens que le changement climatique, ça concerne tout le monde, que pauvres ou riches, on est capable de faire des efforts, mais qu'aujourd'hui, qu'on se le dise, ceux qui polluent et ceux qui doivent payer cette facture climatique aujourd'hui, ce sont les personnes les plus aisées de notre canton, parce que ce sont les personnes les plus aisées de notre canton qui, notamment, polluent le plus par le biais, notamment, des achats de 4x4. On a le plus haut taux de 4x4 de la planète par habitant, de gens qui prennent l'avion tous les week-ends pour aller à Barcelone ou à Paris, des gens qui vont en vacances en Thaïlande, voilà. Ça, c'est des comportements que je peux admettre. Hein, c'est pas l'idée de pointer du doigt, vous savez. Et puis les gens travaillent beaucoup en Suisse et ils ont le droit aussi. Mais à chaque fois, en fait, que vous faites ce genre de choix et que vous les reproduisez plusieurs fois pendant l'année, ça a des conséquences en termes de changement climatique et en termes de santé publique. Et je crois que donc, il faudrait en prendre conscience quand même pour préserver tant soit peu les nouvelles générations qui viennent, parce que la situation, elle est quand même alarmante. Et voilà, nous cheminons progressivement vers la fin de notre émission. Là, c'est une interpellation d'un message clair au niveau de la jeunesse qui vous ressemble, ici des différentes minorités. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire en termes d'engagement citoyen aujourd'hui ? Qu'est-ce que je peux modestement vous dire ? La première chose, c'est n'ayez pas peur de qui vous êtes et où vous allez. Votre diversité, qu'elle soit ethnique, religieuse, au niveau de l'orientation sexuelle ou au niveau du genre, c'est une richesse pour Genève, c'est une fierté. Sachez qu'il y a des lois dans ce pays qui protègent ces différences-là, et qu'en aucun cas on ne peut vous discriminer par rapport à ces différents types de critères. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que il faut pas perdre espoir. Vous avez le droit de rêver. Vous avez le droit de faire des grandes carrières, que ce soit des carrières universitaires, académiques. Vous avez le droit de faire des grandes carrières par l'apprentissage, par le biais aussi du brevet fédéral, etc. Ou des grandes carrières en politique pour les plus téméraires qui ont vraiment cette envie. Et une fois que vous prenez ce cheminement-là, je crois qu'il faut se donner tous les moyens. Et même si vous faites des erreurs, et même si vous vous cassez la figure, il faut se relever. Parce que finalement, que ce soit moi ou d'autres avant moi, des gens comme Didier, voilà, ou d'autres, ils ont cassé certains plafonds de verre, mais ils s'y sont repris à plusieurs reprises. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est le message, il faut vivre ses rêves, se donner les moyens d'y arriver, et absolument pas avoir honte de qui on est, de où on vient et de nos différences. Au contraire, faut en faire une richesse et faut en faire un atout. Merci, chères téléspectatrices et téléspectateurs. Merci, Monsieur Azabi, d'avoir pu nous accorder votre temps pour cette émission. Et nous implorons et nous appelons
le téléspectatrice, d'abonner à cette émission, votre émission, pour encourager le travail qui est fait à l'égard de toutes les minorités. Nous vous remercions.